Nous allons parler des fractures supracondyliennes de l'humérus dans la population pédiatrique. Il s'agit de fractures extra-articulaires siégeant au-dessus des condyles huméraux. C'est une fracture extrêmement fréquente qui touche 19 enfants pour 10 000 par an, avec un pic d'incidence entre 3 et 7 ans. Les garçons sont légèrement plus touchés que les filles. Plus de 85% des fractures supracondyliennes résultent d'une chute. Le reste des étiologies se répartit entre accidents de la voie publique et accidents sportifs. Plus de 97% des fractures supracondyliennes font suite à une chute sur le membre supérieur étendu ou en demi-flexion. Les forces entraînent donc un déplacement postérieur du fragment distal. Les quelques pourcentages restants correspondent aux fractures en flexion, avec un traumatisme direct sur la face postérieure du coude, entraînant un déplacement antérieur. L'examen clinique est très important et doit être rigoureusement réalisé et consigné. Il doit faire rechercher une atteinte des structures siégeant au niveau lésionnel, l'artère brachiale, le nerf médian, mais aussi les nerfs ulnaires, radial et le nerf interosseux antérieur. Et enfin, la peau et plus généralement les parties molles. Nous allons donc voir les conséquences des différentes atteintes possibles. Une atteinte de l'artère brachiale conduit à une ischémie du membre en aval, pouvant entraîner le redoutable syndrome de Volkmann. Il faut donc surveiller le temps de recoloration capillaire, les poux d'aval et la bonne coloration du membre. Il est à noter qu'un syndrome d'éloge peut survenir avec des poux encore présents. Une vidéo dédiée est disponible sur la chaîne pour en savoir plus. Au sujet des atteintes neurologiques. Les signes neurologiques doivent être rigoureusement recherchés, même si l'examen clinique de l'enfant douloureux n'est pas toujours très aisé. L'atteinte du nerf médian doit être recherchée par un examen clinique sensitif et moteur. L'atteinte du nerf interosseux antérieur est une des plus fréquentes. Deux raisons expliquent cette prévalence. En 1, les fascicules dédiés au nerf interosseux antérieur sont situés à la partie postérieure du nerf médian et sont donc les premiers touchés par le traumatisme. Et en 2, ce nerf est celui qui résisterait le moins bien à l'étirement que provoque le déplacement de la fracture. Ceci explique qu'une atteinte purement motrice soit possible, alors même que la naissance de ce nerf se situe après le coude et la fracture. Il s'agit dans l'immense majorité des cas de neurapraxie, spontanément résolutive après réduction. L'exploration chirurgicale n'est donc pas recommandée en première intention, sauf cas exceptionnels. Les tissus mous sont à risque également, que ce soit dans le cadre d'une fracture ouverte, à la face antérieure du bras, ou bien lors de l'interposition dans le foyer de fracture de muscles de la loge antérieure du bras. La milking maneuver permet la désincarcération de ces muscles lors d'une réduction à foyer fermé. Passons aux classifications. La première remonte à 1959 par Gartland, modifiée en 1984 par Wilkins. Elle se base sur 4 stades. Elle s'applique uniquement aux fractures en extension. C'est la classification de référence dans la majeure partie du monde. Le stade 1 correspond à une fracture non déplacée. Le stade 2 correspond à une fracture déplacée, mais avec une charnière postérieure intacte, donc avec un périoste postérieur compétent. Il est divisé en stade 2A, qui correspond à une absence de trouble de rotation, et en stade 2B, avec un trouble de la rotation. Le stade 3 correspond à une fracture déplacée sans contact interfragmentaire. On retrouve également un stade 3A et 3B, respectivement sans et avec trouble rotatoire. Enfin, le stade 4 correspond à une fracture déplacée et instable à la fois en flexion et en extension après réduction. Il correspond physiopathologiquement à une rupture circonférentielle du périoste et donc ne peut être déterminé qu'en péropératoire ou après réduction. Lagrange et Rigaud en 1962 décrivent une classification qui reste la plus utilisée en France. On y retrouve 5 stades. Le stade 1 correspond à une fracture non déplacée. Le stade 2 a une fracture déplacée mais avec une charnière postérieure intacte. Le stade 3 a une fracture déplacée avec un trouble de la rotation mais un contact interfragmentaire conservé. Le stade 4
à une fracture déplacée sans contact interfragmentaire. Et enfin le stade 5 à une fracture avec extension métaphyso-diaphysaire. La radiographie simple est l'examen de référence. Le diagnostic de ces fractures est évident en cas de fracture déplacée, mais peut être plus subtil en cas de fracture peu ou non déplacée. La bonne connaissance de l'anatomie radiographique normale du coude de l'enfant est donc indispensable à maîtriser. Il faut connaître l'apparition des différents noyaux d'ossification, avec chez le garçon vers 2 ans l'apparition du capitulum, 4 ans la tête radiale, 6 ans l'épicondyle médial, 8 ans la trochlée, 10 ans l'olecrâne et 12 ans l'épicondyle latéral. Chez la fille, ils apparaissent 1 an plus tôt en moyenne. Des clichés de face et de profil sont à obtenir. Le critère de réalisation d'un profil parfait est l'apparition d'une image en sablier au niveau de l'humérus distal. L'angle entre l'axe de la diaphyse humérale et la ligne passant par le cartilage de conjugaison du condyle latéral doit être compris entre 65 et 80 degrés. C'est l'angle de Bowman. La ligne humérale antérieure doit-elle impérativement couper le capitulum sur un cliché de profil. L'angle humérotrochléaire est environ égal à 40 degrés. Si un seul de ces paramètres est anormal, il faut suspecter une fracture de l'extrémité distale de l'humérus. La présence d'une hémarthrose est radiologiquement constatée par l'apparition d'une hypodensité antérieure ou postérieure et est très évocatrice d'une fracture du coude. Nous allons maintenant voir des exemples de radiographie anormale. Il est bien important de noter que nous utiliserons la classification de Lagrange et Rigaud pour ces exemples. Ici, une fracture supracondylienne stade 1. On peut remarquer une hémarthrose associée à une rupture de la corticale antérieure. Ici, une fracture supracondylienne stade 2, avec la ligne humérale antérieure qui ne coupe plus le capitulum. Ici, une fracture stade 3, avec un déplacement important et un trouble de la rotation. Et enfin, une fracture supracondylienne stade 4, avec un risque évidemment plus élevé de complications vasculaires, nerveuses ou cutanées. Nous allons maintenant proposer un algorithme de prise en charge de ces fractures. Au stade 1, la réalisation d'une immobilisation par BABP est nécessaire et suffisante. La durée d'immobilisation est d'environ 4 semaines. Au stade 2, 3 et 4, une réduction de la fracture est toujours nécessaire. Elle peut se faire sous sédation ou anesthésie générale en fonction du déplacement et de l'âge de l'enfant. Une immobilisation coude fléchi selon la technique de Blount est préconisée, toujours pour une durée de 4 semaines environ. Attention, la présence d'une instabilité après la réalisation du Blount, l'existence d'une complication cutanée initiale ou alors la persistance d'une complication vasculaire après le Blount impose une prise en charge chirurgicale. Enfin, l'ostéosynthèse d'emblée peut être proposée ou bien être imposée si la réduction par manœuvre externe est impossible. Dans le cas d'une prise en charge chirurgicale, la réduction doit donc toujours être recherchée par manœuvre externe en première intention. Si elle est obtenue, la fixation de la fracture fait appel à des broches. On peut utiliser un brochage latéral divergent par 2 broches. On peut également utiliser 2 broches parallèles selon la technique de Judet. 3 broches latérales divergentes peuvent être mises en place, ou encore un brochage en croix. Il est important de rappeler que ce type de brochage présente un risque iatrogène pour le nerf ulnaire et impose donc la réalisation d'un abord chirurgical. Pour conclure, ces fractures ne concernent une population, les enfants de 5 à 7 ans. Il existe 2 types de fractures, en extension en immense majorité ou en flexion, et 3 traitements différents. Le BABP, l'immobilisation selon Blount après réduction, ou le traitement chirurgical.